crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Ça fait quoi de perdre 5000 bitcoins? Ça fait quoi de perdre 5000 bitcoins? Bah ça fait mal, ça fait déprimer. Mais comme toutes les mauvaises, tu vois, regarde, chaque million, tu l'aimes. C'est comme un enfant. Donc quand tu perds 55 000 bitcoins, c'est comme si tu avais perdu une famille. Mais avec le temps, tu t'en remets, tu acceptes à vivre avec, et jour après jour, bah ça va mieux. Quelle est la prochaine grosse opportunité? Eh bien, je pense qu'il s'agit du Bitcoin. Surprise, surprise. Bon, regardez par exemple le market cap de 1700 milliards de dollars. Pour atteindre le même market cap que l'argent, sans parler de l'or évidemment, il faudrait multiplier, faire un x3, x3,5, voire plus au niveau du Bitcoin. Donc c'est absolument incroyable. Et ça signifierait qu'il faudrait voir un prix du Bitcoin aux alentours des 350 000 dollars juste pour atteindre le même niveau que l'argent. Et vous allez assister à une rotation des investisseurs de l'or et de l'argent vers le Bitcoin. Je pense que c'est inévitable. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, on va un petit peu comparer le Bitcoin à l'or. Ce que vous pouvez voir, en prenant un petit peu de recul, c'est que vous pouvez constater qu'en 2017, au début du marché baissier du Bitcoin de ce côté, eh bien, l'or était principalement en train de latéraliser, voire en train de rechuter. Si jamais la bourse, plutôt l'or, commence un petit peu, et l'argent, à respirer, je dis pas corriger, ça peut respirer, consolider un peu, il peut y avoir une partie de ces capitaux qui se déversent sur les crypto-monnaies. Donc un Bitcoin qui finit très haussier, voire record historique pour 2026, c'est pas déconnant du tout. Bon, on a aussi Sina, qui est auteur du Bitcoin Intelligence Report, qui nous dit que la consolidation qu'on a sur le Bitcoin a préservé le flux structure de trésorerie. On a les ventes qui ont coïncidé surtout avec les tensions géopolitiques, comme par exemple les tarifs douaniers de Trump, l'histoire de Groenland, le Groenland, tu vois. Donc tout ça, ça fait que le Bitcoin a corrigé, mais c'est une correction suite à la géopolitique, pas à la défaillance du Bitcoin lui-même. Donc le fondamental reste toujours bien. Et donc il nous dit ici, Sina, que les rendements élevés, le Bitcoin reste dans une phase de consolidation, et les rendements élevés aussi des obligations long terme limitent un peu la croissance. Il faut un petit peu que ça se calme du côté macro, côté géopolitique. Concernant ce qui se passe aujourd'hui sur les entreprises crypto, notamment sur MicroStrategy. Alors Strategy qui achète à tour de bras en ce moment. Là, rien que sur le mois de décembre de 2025, ils ont acheté 22 000 bitcoins. C'est énorme. 22 000 bitcoins. Sur 2026, là, ils ont commencé à acheter 1283 BTC avec toute la partie qu'on connaît, le cash en réserve qu'ils gardent pour pouvoir continuer de pouvoir payer leurs actionnaires dans des périodes où ils auraient potentiellement moins de demandes pour leur stock ou pour pouvoir acheter des actifs comme le BTC. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment de liquidité pour pouvoir répondre à leurs engagements en termes de dividendes pour leurs actionnaires sans être obligés de vendre en fait leur Bitcoin. Aujourd'hui, on va plonger dans la situation alarmante des fuites de données en France. On va se baser sur les dernières tendances de 2025. On va parler aussi, bien sûr, de ce qui s'est passé là depuis le début de l'année. On parlera de la CNIL, on parlera de l'obligation des entreprises. Aussi, on parlera de l'explosion des fuites de données. On essaiera de s'intéresser pourquoi. Aussi, on essaiera de voir quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour les particuliers et pour les entreprises, qu'il s'agisse d'escroquerie, qu'il s'agisse de homejacking ou d'agression effectivement encore plus grave. L'idée, c'est avec mon invité tout à l'heure de discuter pendant 2 bonnes heures sur ces sujets qui, aujourd'hui, nous travaillent tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour cela de recevoir Sébastien Martin. Il est le fondateur de Red Square. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans la chaîne de risque cyber, donc Web 2, Web 3. Il s'intéresse et il est expert sur la traçabilité des flux crypto suite à des vols, mais aussi à des arnaques, des hacks, etc. Dans la vidéo d'hier, je vous ai partagé une plateforme sécurisée où on peut échanger ses cryptos et ce sans KYC, donc sans donner notre nom et prénom, adresse, etc. Je sais que beaucoup recherchent l'anonymat et on va dire veulent protéger leur vie privée à l'heure où la France, avec DAC8 et autres, divulgue toutes nos données parce que hackers, fonctionnaires corrompus, bref, il se passe beaucoup de choses. On a encore eu aussi Ledger qui a été, qui a sa base de données, qui avait fuité. Également aussi, j'ai vu Wildtio, l'outil qui permet de gérer un peu ses impôts par rapport à ses comptes crypto. Bref, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il est important de se diversifier.
certes, avoir des exchanges, des plateformes qui sont KYC, qui sont régulées, c'est important aussi, mais aussi d'autres qui ne le sont pas, pour pouvoir être plus tranquille, être plus aussi, déchargé par rapport à cette partie sécurité, puisque, je vous le rappelle, mais la France est le premier pays au monde avec le plus d'enlèvements et séquestrations liées à la crypto. Là, on est le 23 janvier, il y a déjà eu 8 cas. C'est du grand n'importe quoi. Quand tu coupes des doigts à 18 ans, 3 ans après, t'es pas sorti d'affaire dans ta tête. Regarde en Salvador, le mec a divisé le taux de meurtre par 20 ou 30. Enfin, vraiment. Alors, est-ce qu'il faut aller en mode Nayib Bukele comme au Salvador? Bienvenue dans Unchained. Aujourd'hui, je reçois Emilien Dutang, ou plutôt Darkemy. On va parler de comment il a perdu 5000 bitcoins, de sa carrière de justicier, des scams crypto, de la mexicanisation de la France, ou encore des sujets sur lesquels on l'entend un peu moins, les rapports hommes-femmes et même la vie de couple. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette interview qui est plutôt un échange entre potes. Le socialisme ambiant en France, ça m'a toujours saoulé. Attention, quand je dis socialisme, je dis pas il faut pas aider les pauvres et tout. Je dis juste le fait que tu travailles, on va te prendre 70% que tu gagnes, même quand t'es pauvre. Les gens ils croient c'est que si t'es cadre ou machin. Non, mais même quand t'es à un SMIC et demi, tu te fais cartonner. De toute façon, les gens ils s'en rendent compte dès qu'ils sont en indépendant. Commencez à conduire un taxi en indépendant, être coiffeur, machin, vous allez voir ce que vous vous êtes fait prendre. Tu vas prendre presque 70% quand tu mets tout à bout. À côté de ça, on n'a pas de sécurité, on a un système de santé qui s'effondre. En 1970, le niveau de vie de la France, quand tu travaillais, c'était le même niveau de vie que t'as aux États-Unis ou en Suisse. Dans des pays ils sont presque 2 fois plus riches que nous, 3 fois plus riches. T'as des mecs qui sont chauffeurs de camions aux États-Unis, ils gagnent 12 000 $ par mois. S'il te plaît, c'est un salaire de PDG en France. Enfin, tu vois. Personne ignore ce que Trump a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré exactement? Eh bien, il a dit que la valeur de l'indice du dollar ne l'inquiétait pas. En fait, en réalité, c'est en quelque sorte ce qu'il souhaite voir. Il veut que l'indice du dollar puisse rechuter, perdre du pouvoir d'achat et fasse baisser les taux d'intérêt. En fait, il prétend pouvoir le faire monter ou descendre à sa guise, mais pas vraiment. En fait, ça suggère également qu'il est crucial de posséder des actifs dès maintenant, parce que lorsque le dollar perd de la valeur, les actifs en gagnent. Ça pourrait aussi annoncer la fin de la dominance du dollar américain. Rick Rieder, d'ailleurs, est pressenti pour être le prochain président de la Fed, maintenant nommé par Donald Trump prochainement. Alors, un point essentiel concernant ce type, c'est sa volonté de baisser les taux d'intérêt, bien entendu. Il a d'ailleurs répété ceci à plusieurs reprises, la nécessité de réduire le coût du logement, par exemple, ce qui implique également une baisse des taux assez modérés. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé qu'il nommerait prochainement le prochain président de la Fed, et il a par le passé affirmé que le Bitcoin pouvait largement remplacer l'or et que les crypto-monnaies étaient là pour durer. Donc, il est optimiste quant à l'avenir des cryptos, notamment du Bitcoin bien entendu, du moins il l'était en 2020, je vois pas pourquoi ça aurait changé d'ici là, mais voilà. Encore une fois, c'est quelque chose de crucial dont se souvenir, et la plupart des investisseurs s'attendent à ce que s'il est nommé, l'argent facile inonde à nouveau le marché. Aujourd'hui, c'est très particulier, ces jours de FOMC, ces jours de réjouissance, ces jours de risque, ces jours de volatilité, ces jours de perte, ces jours de pleurs chez tous les débutants qui sont attirés par la lumière comme les papillons, et généralement ils se brûlent les ailes. On va avoir de l'hyper volatilité. C'est pas le moment de sortir votre pédalo alors qu'on annonce un ouragan. Tous les traders pros justement rentrent au port, sont en train de boire un petit alcool en regardant les débutants en pédalo fonçant droit vers l'œil du cyclone en se disant encore des morts aujourd'hui, c'est pas faute de le repérer. Vous n'allez pas changer votre vie en une journée. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'hyperactivité que cela doit vous attirer. Au contraire, ça doit vous repousser. On attaque maintenant la raison pour laquelle le S&P 500 est en train de pousser. Non, ce n'est pas les assets qui poussent en eux-mêmes, c'est la dévalorisation du dollar. On a bien vu qu'on a une continuité baissière au niveau du DXY, donc qui est le panier de devises versus le dollar, et on voit qu'on a une chute qui est en train de s'accélérer. On a aussi un positionnement de Trump par rapport à ça qui nous explique que non, le dollar n'est pas faible et qu'il est là où il devrait être. Ce qui est une réalité, étant donné que c'est une volonté de déprécier le dollar de façon à pouvoir déprécier aussi la dette. Il n'a pas réussi sur l'année 2025 à faire baisser les taux de façon suffisamment importante pour pouvoir se permettre de continuer à réemprunter. Et donc forcément, en baissant le dollar, ça permet de rééquilibrer la force du dollar par rapport aux autres devises, et donc ici rééquilibrer deux choses. Un,
Japon. On est sur un niveau plus bas depuis 1 an ici, donc là on a une petite remontée actuellement. Donc ça risque une explosion des rendements obligataires japonais et américains. Donc le Japon a déjà annoncé un plan de relance de 265 milliards de dollars, il me semble, mais sans renforcement du yen, ça pourrait aggraver l'inflation et forcer des hausses de taux. Et on le sait, le Japon, c'est un petit peu le pays dans lequel les Américains vont s'endetter afin de continuer d'avoir des taux d'intérêt bas. Et si jamais ils sont obligés de continuer de monter leurs taux d'intérêt, ça augmente aussi les taux obligataires. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose. Donc justement, ici, on est en train d'assister un petit peu à une Fed qui serait en train justement de se corréler un petit peu avec la banque centrale japonaise afin d'essayer de refaire remonter le yen, et du coup ça fait chuter le dollar. Alors la chute du dollar, ça peut aussi booster la croissance aux États-Unis, ça peut être aussi un objectif. On voit ici qu'on a clairement une inflation d'après Choflation qui serait en train vraiment de s'effondrer ici. Donc est-ce qu'on commence à avoir des gros problèmes de demande aux États-Unis? Est-ce qu'on commence à avoir justement une économie qui ralentit? Ça se voit pas encore dans les chiffres, mais peut-être que ça se verra au cours des prochaines semaines. En tout cas, l'inflation est un bon indicateur et ça pourrait être le début. Le gold, c'est extraordinaire. En fait, comme je disais ce matin, il y a 2 éléments. En fait, il y a déjà d'un point de vue structurel le gold qui aujourd'hui a son rôle de valeur refuge. Voilà, les investisseurs ont des craintes, ont de l'incertitude, ont des doutes, donc ils préfèrent acheter le gold même s'il est très très haut plutôt que d'aller sur d'autres classes d'actifs. D'accord, ça c'est la première chose. Et puis, autre élément, c'est que le gold, il profite de la dévaluation du dollar qu'on a en ce moment. Alors ça, c'est pas faute de l'avoir dit, hein. Cette dévaluation du dollar, ça fait des mois et des mois que je vous en parle, que je vous dis qu'à moyen terme, le dollar, il va être baissier. D'accord? Et je pense que ce n'est clairement pas terminé, hein. Là, on est revenu effectivement aujourd'hui sur les plus bas de 2022. Pour moi, on peut très très bien, dans les prochains mois, avoir une continuation baissière du dollar vers éventuellement les plus bas de 2021 et de 2018. D'accord? Donc potentiellement, cette correction du dollar, elle n'est pas forcément terminée. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite. Ok, mais je pense qu'on peut très très bien corriger davantage. Et donc c'est vrai que voilà, le gold profite aussi de cette dévaluation du dollar. BTC, qui a beaucoup plus de mal. On va pas se mentir, c'est relativement compliqué. On est en train de stagner toujours en dessous de 90 000, alors qu'on a un S&P 500 qui vient de faire un ATH, comme je vous l'ai dit, l'or aussi, le silver aussi, et beaucoup d'autres assets qui sont en train de s'apprécier. Par contre, le point positif, c'est qu'on est toujours au-dessus de 89 000, alors qu'on a quand même une augmentation de la pression des dérivés, donc c'est-à-dire des leviers qui sont majoritairement short, et donc qui font une pression très forte sur BTC, et on voit que malgré ça, on arrive à tenir des niveaux clés, et même ça nous permet de faire des accélérations. On voit qu'on a liquidé 226 millions de dollars de short, alors qu'on a eu très peu de liquidation. Donc ça veut dire que, en effet, il y a bien des leviers qui sont en short, et on va aller chercher petit à petit, ce qui nous permet de pouvoir progresser. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.